approche en 2019. Incroyable. Mais dites-moi, en quelle partie du royaume de France je me trouve? À Romorantin. Incroyable. Romorantin, le Loir-et-Cher. Vous savez que je suis Nicolas Férial, dit Triboulet. Triboulet veut dire secoué, agité, quoi. Et je suis né à Blois. J'ai été projeté à Romorantin, là où le château a failli être construit. Vous savez qu'on a failli construire un château à Romorantin, j'espère, vous l'avez appris. Eh bien, finalement, Leonardo da Vinci et François Ier ont décidé de construire ce château à Chambord. Est-ce que c'est une merveille, toujours, dites-moi? Ah, quel plaisir j'ai! Ah, mon bon roi François, comme je l'aime! Ah, figurez-vous, il m'arrive des choses en tant que bouffon incroyable. Mais il faut que je vous parle de ma vie, quand même, de mon enfance. Figurez-vous que je suis né ainsi, bossu, petit et laid. J'avais un sacré handicap, hein. Et point d'allocation handicapée en s'étant reculé, rien de tout ça. Parce que parfois, il y a un poète des temps modernes qui utilise le chronophile. Il s'appelle Pascal la Plume de Blois. Et il m'a dit qu'il y avait plein de progrès dans vos temps modernes. Je suis un peu au courant de ce qui se passe, voyez-vous. Mais alors, ma mère, elle m'a rejeté quand j'étais petit. Vous savez pourquoi? Parce que j'étais laid et bossu. Et de plus, elle m'avait conçu avec un étranger de passage à Blois. Alors elle m'a considéré comme un bâtard. Et mon père, oh, quel père, un ivrogne! Il se pochetronnait avec du vin de clairette. Alors, comme je n'avais pas d'amour ni d'éducation, un jour, j'ai quitté mon domicile, j'ai traversé la grande forêt de Boulogne et de Russie, près de Blois, et j'ai atterri au monastère de Blois. Les moines du monastère m'ont tout appris. L'arithmétique, la littérature, la poésie, et aussi l'humour et le sens de la répartie. Croyez-moi, les moines de Blois, grâce à eux, je suis devenu un sacré moine. Et Triboulet est très laid, mais Triboulet est très futé. Alors les enfants, vous allez écouter la devise de Triboulet et vous allez la répéter. Triboulet est très laid, mais Triboulet est très futé. Tu n'as pas entendu? On recommence. Triboulet est très laid, mais Triboulet est très futé. Ah, ah, j'ai dû jouer de ma laideur, mais surtout de mon humour, pour en toutes circonstances distraire la cour. Figurez-vous que François Ier est un familier, je l'appelle mon cousin d'ailleurs. Quand il m'a nommé premier bouffon du royaume, il m'a dit: Triboulet, je veux que tu fasses rire la cour, et moi-même en toutes circonstances. Tu pourras utiliser toutes les techniques de répartie et d'humour. Il n'y a qu'une seule chose que je ne veux pas que tu fasses. Je ne veux pas que tu te moques de la jante féminine. Sinon je serai implacable dans mes sanctions. Alors il faut voir, à la cour, quand j'ai commencé à être bouffon, tous ces comtes et ces comtesses se moquaient de moi. Ils me disaient tous que j'étais bossu, une horreur de la nature, une erreur de la nature. Alors je leur disais à tous ces comtes et comtesses que la bosse, je préfère l'avoir dans le dos que comme eux, dans le ventre. Je leur disais, vous n'êtes que des pensus, ventrus comme des barriques et gros comme des porcelets. Ah, je les estomaquais par mes réparties, hein. Un jour, un comte me dit: mais comment la nature et Dieu ont-ils pu faire une créature aussi bancale et laide que toi? Alors je lui ai répondu: tu as beau me traiter de face de cul, de boursemolle, de sac à pisse, vous vous rendez compte? Je leur disais, moi, je n'ai pas que la figure de mon visage pour exceller comme vous. J'ai aussi les figures acrobatiques, regardez cette souplesse, les figures acrobatiques. Et j'ai aussi les figures de style. En toutes circonstances, j'utilise les figures de style pour me sortir de toutes les misères. J'adore aussi jouer avec des balles, jongler, m'amuser. Et je vois qu'il y a ce soir en terre romorantinaise des jeunes garçons qui vont se frotter à Triboulet pour voir s'ils sont adroits. Alors toi, viens voir ici le blondinet. Je pense que tu es adroit. Fais-moi voir comment tu rattrapes la balle au bout. Tu es prêt? Tu t'es déjà entraîné, je crois. Allons-y. Tu fixes bien la balle. Allez, c'est parti!
Ouais, on peut applaudir. Il pourra faire bouffon avec le roi. Ah non, vous n'avez plus de roi actuellement, je crois. On en parlera tout à l'heure de qui gouverne la France. Je suis un peu au courant par Pascal, la plume de bois. Ah, alors, il m'arrive des aventures incroyables, toujours. Le roi voudrait que je l'accompagne sur les champs de bataille en Italie pour guerroyer. Il me dit, bouffon, je veux que tu apprennes à monter à cheval. Vous imaginez, Triboulet qui apprend à monter à cheval. Le cheval, avec Triboulet dessus, il va se transformer en dromadaire. Ah ben je lui ai dit, un cousin, je lui ai dit plutôt, François, garde-moi, plutôt que de m'emmener dans tes champs de bataille, garde-moi dans tes champs de culture. Au moins là, je pourrais faire des épouvantails. Mais moi, là où je serais utile, mais pas sur un cheval, diable. Oh, j'adore aussi la poésie. J'ai écrit un poème sur un impôt. Vous le connaissez, je suis sûr, c'est un impôt à traverser les temps. Et on m'a même dit qu'il y avait beaucoup d'impôts actuellement dans vos régimes. Alors vous connaissez tous l'impôt sur le sel. Comment s'appelle-t-il? La gabelle. Eh bien, figurez-vous que j'ai fait un court poème sur la gabelle. Alors, la gabelle. Si tu as trop de sel, tu paieras la gabelle. Si tu ne veux point la payer, la pastille sera salée. Tu auras des écrouelles, tu finiras par perdre ta belle. Alors, si tu ne veux pas payer la gabelle, je suis donc à un régime sans sel. Alors, est-ce que vous payez toujours la gabelle? Non, vous avez d'autres impôts, hein? J'en suis sûr. Ah, incroyable. Mais tu as un drôle d'ange, toi le barbu, là. Quel est cet ange? Je ne connais point ça, la Renaissance. Comment s'appelle cet ange, hein? Un caméscope, c'est ça? Bizarre. Tu me prends en photo, hein? Oh, il m'arrive des choses à la cour, vous verriez, c'est incroyable, c'est incroyable. Alors revenons à la poésie. Alors c'est une poésie qui n'est pas de Triboulet, mais j'adore les poètes de la Renaissance, Pierre de Ronsard, mais aussi un poète moins connu, un peu grivois et coquin. Ça c'est pour les grands plutôt. Eh bien ce poète s'appelle Melun de Saint-Gelais. Et ce Melun de Saint-Gelais a fait un court poème qui parle d'une servante qui se fait culbuter par un chevalier. Chose fréquente à l'époque, hein. Enfin, ne riez pas, parce que je suis sûr que dans vos temps modernes, il y a bien des plaisirs libidineux et de la fornication de temps en temps, hein. Alors, Melun de Saint-Gelais nous a offert ce joli poème très court. Tandis que Madame dormait, Monsieur branlois sa chambrière. Et elle qui la danse aimait, remuait fort bien du derrière. Et la garce était peu fière. Alors elle s'adressa au seigneur et lui dit, Sire, en toute bonne foi, dites-moi, qui remue mieux le derrière? Est-ce votre femme ou est-ce moi? Le seigneur lui répondit, c'est toi, sans contredicte, qui remue mieux le derrière. Ah, merci, sire. Par Saint-Jean, je le savais, car tout le monde me le dit. Ah, la coquine, la coquine. Ah, Melun de Saint-Gelais, un poète un peu grivois, comme je vous le disais, hein. Ah, il m'est arrivé l'autre fois une aventure aussi. Alors que nous étions à Chambord en construction actuellement, François Ier m'a dit, accompagne-moi dans le domaine de Chambord. Nous avons enjambé un pont, et sur le pont qui enjambait les marécages, eh bien, figurez-vous, comme il était encore en construction, qu'il était dangereux. François m'a dit, mais, bouffon, pourquoi n'ont-ils pas mis sur les côtés des garde-fous pour nous protéger? Ben, je lui ai répondu, François, il ne savait pas que toi et moi, ce matin, nous passerions là. Le roi a rigolé. En toutes circonstances, je fais rire le roi. C'est pour ça qu'il me garde comme le bouffon. J'espère que je serai le plus grand bouffon de l'histoire, hein, l'histoire le dira. Ah, l'autre fois, il m'est arrivé un truc incroyable aussi, au château d'Amboise. Nous avons reçu pour 3 jours l'ambassadeur de Venise. Un séjour diplomatique, en somme. L'ambassadeur de Venise fut pris dès le premier soir de colique néphrétique. Alors, comme j'aime toujours rire, je me suis dit, je vais me déguiser en médecin royal. J'ai endossé la tenue du médecin royal et j'ai été le voir dans la chambre. J'ai dit, Éminence, j'ai appris que vous aviez une violente colique néphrétique. Je connais un remède infaillible pour que demain soir vous puissiez assister au bal costumé. Alors je lui ai dit, c'est simple, écoutez mon docte conseil.
Je lui dis, pour votre colis tic, prenez votre doigt, vous l'enfoncez profond dans la bouche pour qu'il s'humidifie. Vous le regardez et vous l'enfoncez profond, là où la colique naît. Vous le ressortez, vous le regardez bien, vous le renfoncez encore profond dans la bouche et vous répétez le geste. Et oui, Triboulet a dit ça. Triboulet se permet tout, bonnes gens. Vous le renfoncez profond, vous faites ça 10 fois de suite, et bien sûr 4 fois par jour, et dès demain soir, vous serez guéri pour danser. Quand je suis sorti de la cour, je ne vous dis pas, j'ai raconté à tous les courtisans cette histoire du docteur, du médecin royal. Le lendemain soir est arrivé l'ambassadeur pour danser, tout le monde ricanait, tout le monde se gaussait, ricanait comme des bossus. Eh, Triboulet est très laid, mais Triboulet est très... Ah, je vois que vous retenez enfin la devise de Triboulet. Ah, bonnes gens, quel plaisir d'être parmi vous ce soir en terre romorantinaise. Alors un jour, vous savez ce qui m'est arrivé. Quand on aime rire, des fois, ça vient tout seul. Un jour, je me suis moqué de la maîtresse de François Ier. Alors qu'il m'avait dit, tu te souviens, beau barbu, ne te moque jamais des femmes. Il avait comme maîtresse depuis 20 ans pratiquement Anne de Pisseleu. Alors déjà je lui ai dit, Pisseleu, quel drôle de nom quand même, Pisseleu, Pisselui. Et je lui ai dit, cousin, avec tout le respect que je vous dois, la Pisseleu, elle est chaude, hein, c'est ça? Mais elle vous a filé la chaude pisse. Alors là le roi est rentré dans une colère royale. Il m'a dit, bouffon, tu as outrepassé tes droits. Je vais te condamner à mort. Oui, alors là, il m'a dit, je te donne juste le choix de choisir ta mort. Veux-tu mourir écartelé? Veux-tu mourir décapité? Ou veux-tu mourir noyé? Alors, tout de go, je lui ai répondu, par Sainte-Nitouche et Saint-Pansard, les patrons de la folie, je veux mourir de vieillesse. Ah, le jeu de mots. Le roi m'a dit, mais tu es exceptionnel. En toutes circonstances, tu trouves à t'en sortir. Et je ne fus point condamné. J'ai sauvé ma tête ce jour-là. Vous voyez, bonnes gens, rappelez-vous, en toutes circonstances, vous devez cultiver l'humour, même dans les situations les plus graves. N'est-ce pas? Alors, je vais vous dire, ma vie, il faut la prendre comme je la prends. Vous savez ce que dit Triboulet? Je prends la vie comme je prends la mort, sans aucun problème. Et je me dis, Triboulet, tu es né laid, très laid. Tu as vécu toute ta vie laid. Et tu finiras par mourir laid. Eh bien, je me dis que ce n'est pas ce qui s'appelle finir en toute beauté. Allez, bonnes gens, avant de partir à la Renaissance, je vais repartir. Je voulais juste que vous me disiez, qui est votre monarque actuellement? Macron. On m'a parlé, effectivement, dans d'autres endroits où j'étais projeté dans les temps modernes, on m'a parlé de ce Macron. Ah, comment vas-tu, toi? La jolie jouvencelle. Alors, ce Macron, mais je ne connais point de Macron. Il n'est point d'ascendance royale. Toi, je sais que tu aimes l'histoire, je te reconnais. Il n'est pas descendant des Valois d'Angoulême, ni des Capétiens. Mais qu'est-ce que c'est que ce Macron? Alors, en fait, quelle est sa fonction? Il est roi? Non, président. Alors, en somme, vous avez décapité les rois, vous avez destitué la monarchie pour instaurer ce président Macron. C'est ça. Alors, il paraît, c'est Pascal, la plume de bois, qui me l'a dit, que ce Macron aime qu'on lui donne un surnom assez prétentieux. C'est ça. Jupiter. Oh, vous vous rendez compte, se fait rappeler Jupiter. François Ier, qui est un grand roi, l'un des plus grands rois de France, il avait juste la modestie de s'appeler le prince des arts de la Renaissance. C'est modeste, mais là, s'appelait Jupiter quand même. Alors, je vais vous dire quelque chose, bonnes gens, parce que vous m'êtes sympathique. Je connais le lieutenant général des armées de François Ier. Vous le connaissez aussi, j'en suis sûr. Vous l'avez appris dans l'histoire. Un grand général, le chevalier Bayard. Ah, et le chevalier Bayard, on l'appelait comment? Sans peur et sans reproche. Eh bien, je vais pour vous
et pour la France, chercher le chevalier Bayard, afin que demain, où habite-t-il ce Macron? Dites-moi, à l'Élysée, c'était une chaumière, un manoir? Eh bien, dès demain, Bayard montera sur l'Élysée et nous allons restituer la monarchie. Bonne gens, je vous salue, je retourne à la Renaissance. Né en 1494 dans la bonne ville de Cognac. Et puis, ta mère, Louise de Savoie, et ton père, Charles Valois d'Angoulême, t'ont éduqué. Ils t'ont tout appris. Les valeurs, l'encouragement, le sens de l'engagement pour la France. Ah, quelle année aussi, 1515. Quelle victoire de prestige, te souviens-tu, sur les champs de bataille? Je suis sûr que cette bataille traversera l'histoire, on en parlera encore dans 500 ans, voire 1000 ans. Tu te rappelles, grâce à ton lieutenant général des armées, le général Bayard, le chevalier sans peur et sans reproche, tu as remporté la bataille de Marignan. Ah, tu n'as pas toujours gagné sur les terrains militaires. Tu te souviens de cette déroute en 1525 dans la ville de Pavie. Tu fus emprisonné 1 an en Italie. Et tous les jours, pratiquement, tu écrivais des missives à ta femme, Claude de France, et à ta mère chérie, Louise de Savoie. Et dans ces courriers, je disais toujours à mes femmes chéries, ici, tout est difficile, tout est perdu, fort l'honneur. Et tu es revenu dans ton royaume. J'ai continué à combattre mes rivaux de toujours, le grand empereur Charles Quint, et aussi Henri VIII, le roi d'Angleterre, de la terre des Angles. Ce sont mes rivaux. J'ai protégé nos frontières et j'ai agrandi notre royaume. Mais tu as vite compris, François, que les arts militaires n'étaient pas les arts essentiels. Les principaux arts sont la poésie, la sculpture, la peinture, l'architecture. Et tu es devenu un protecteur des arts de la Renaissance. D'ailleurs, à la cour, mon surnom est le protecteur des arts et des lettres. Ah, François Ier, tout ce que tu as fait pour la France, j'ai voulu mettre en place le François pour remplacer le latin, notre langue nationale. Par l'édit de Villers-Cotterêts en 1539, j'ai instauré le François comme langue nationale. Et puis tu as aussi, pour former nos élites, pour former nos conseillers à la cour, tu as aussi créé le Collège de France, en complément de la Sorbonne. J'ai tout fait pour mettre en place les règles de la monarchie absolue. La monarchie absolue, c'est très simple, François. On s'entoure de quelques conseillers et on décide de tout. Voilà ce que j'ai fait. J'ai continué à prélever les impôts pour le royaume, la dîme, la gabelle, la taille et l'octroi. Et notre royaume s'est agrandi petit à petit. Et te souviens-tu, François, de toutes ces femmes qui ont marqué ta vie? La première, celle que tu préfères par-dessus tout au monde, ta mère, Louise de Savoie. Il n'y a pas de plus bel amour que l'amour de sa mère. Et ensuite, Claude de France, ta première épouse. Te souviens-tu de Claude de France? Elle t'a fait 7 enfants. Elle a beaucoup œuvré pour François et la France. Ah, Claude de France, comme je t'ai aimé. Claude de France, pardonne-moi toutes mes incartades amoureuses. Je t'aime toujours au fond de mon cœur. Tu es parti déjà il y a si longtemps. En souvenir de toi, Claude, te rappelles-tu, lorsque j'ai implanté dans le royaume de France une nouvelle prune, je lui ai donné ton nom, la reine Claude, car tu es comme elle, succulente en bouche. Voilà une preuve de mon amour, la reine Claude. Et après, quand tu es morte, j'ai pris comme épouse Éléonore d'Habsbourg. Éléonore d'Habsbourg était la sœur de Charles Quint, mon rival. Un mariage un peu stratégique, bien sûr, mais j'ai appris avec les années à t'aimer, Éléonore. Nous n'avons point eu d'enfants ensemble, mais quelle complicité amoureuse j'ai eu aussi avec toi. Voilà, François, tes 2 épouses. Mais toutes ces
maîtresses que tu as eues aussi. Te souviens-tu de ces maîtresses, attitrées ou éphémères? Rappelle-toi, ça te regaillardit d'en parler, ces jeunes pucelles, ces jeunes comtesses qu'il te suffisait de regarder d'un regard coquin et d'une œillade avertie pour qu'elles te suivent dans tes appartements royaux. Ah, comme j'aimais à dire, moi qui aime la rime comme les poètes, quand elles voyaient l'étalon royal, elles ne tournaient pas les talons, hein. Tu te rappelles, François? Et tes deux maîtresses attitrées pendant de nombreuses années. La première d'entre elles s'appelait Françoise de Foix. Et Françoise de Foix, je lui ai dit, car j'adore la rime, ah, Françoise de Foix, quand je t'ai vue la première fois, je me suis dit, Françoise de Foix, ce n'est pas la dernière fois que je te vois, Françoise de Foix. Car à chaque fois que je te vois, Françoise de Foix, tu me mets dans tous mes émois, je reste devant toi, quoi et pas toi. Elle adorait que je lui raconte cette poésie. Ah, quel amour nous avons vécu avec Françoise. Et au bout de 20 ans de complicité avec cette maîtresse, eh bien, une blonde a voulu chasser la brune. Et oui, une blonde, Anne de Pisseleu, a chassé la brune. J'aurais bien gardé les deux, moi, mais ce ne fut point chose possible. Et ces dernières années, François, tu as retrouvé non loin de Chambord un amour d'enfance. Tu te souviens, quand tu avais 17 ans, que tu venais chasser à Cours, dans le comté de Chambord, il y avait une jeune comtesse qui s'appelait la comtesse de Toury. Eh bien, ces dernières années, tu as retrouvé la comtesse de Toury. Tu es un homme assagi, elle une femme mature. Vous avez vécu ensemble un amour plus assagi. Mais je vois bien que la fin de ma vie est proche, avec toutes ces aventures amoureuses, toute cette vie pour le royaume de France. Tout me semble fini. Alors, mon Dieu, si ton désir est de me rappeler à toi, alors prends mon corps, prends mon âme. Il me tarde de retrouver mes enfants chéris, morts si jeunes. Et te souviens-tu, François, de ton ami Leonardo da Vinci, ce génie de l'humanité? C'est toi qui l'as fait venir en 1516 en France. Quelle histoire d'amitié avec cet homme, cet humaniste, ce scientifique. Il venait me rejoindre le soir à Amboise, où moi j'allais le voir au Clos Lucé par le souterrain que j'avais construit à cet effet. Que de choses tu m'as appris, Leonardo. Et en souvenir de toi, tu m'as donné un appareil curieux, le chronophile. Leonardo m'a dit, un jour, François Ier, tu perceras le mystère de cet appareil à remonter le temps, et un jour, tu pourras te projeter dans les temps modernes. Et tu verras, si on parle de la Renaissance, et si on parle de ton royaume et de ton règne, François Ier. Alors ce soir, avant de mourir, avant de trépasser, que j'aimerais que ce chronophile me ramène dans les temps modernes pour voir ce que l'on dit de moi. Allez, François, essaye une dernière fois la combinaison de ce chronophile. Oh! Mais qu'est-ce qui t'arrive, François? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh! Mais où suis-je? En quelle année sommes-nous? 2019? J'ai été projeté dans les temps modernes. Ah, Leonardo da Vinci, ce génie de l'humanité, mon ami, m'a projeté 500 ans en avant. Quel génie tu es, Leonardo! Mais dites-moi, en quelle partie de mon royaume sommes-nous? À Romorantin, me dis-tu? Jolie damoiseau. Mais Romorantin, c'est non loin de Chambord, où j'ai fait construire cette merveille. J'espère que vous connaissez Chambord. Est-il toujours debout, ce grand château? Plus que jamais, me dites-vous? Ah, quel bonheur, François Ier, comme tu es touché au fond de ton cœur de savoir que 500 ans après, on parle de ton règne et du château de Chambord. Mais dites-moi, bonnes gens, qui est votre monarque après la dynastie des Valois-d'Angoulême? Qui est votre monarque actuellement? Le roi Macron, me dit-on. Alors, effectivement, quand je suis projeté dans les temps modernes, j'apprends des choses incroyables. Mais le roi Macron n'est pas du tout d'ascendance royale. Il n'appartient pas, que je sache, à la dynastie des Valois-d'Angoulême, ni des Capétiens. Quelle est sa fonction à ce roi Macron? Président de la République, vous me dites? Il est président.
Mais alors, comment se fait-il? Vous avez supprimé la monarchie? Ah, je pense que vous avez fait une erreur. Du temps de François Ier, nous payions des impôts, certes, mais le roi était bon pour le peuple. Alors je ne comprends pas, vous avez coupé la tête au monarque, c'est ça? Quelle infamie, je vous le dis. Eh bien, écoutez, où habite ce Macron? Où habite-t-il? À l'Élysée. C'est une chaumière? Non. Un grand palais, me dit-on, à l'Élysée? Mais comment est-ce possible? Écoutez, bonnes gens, je vais quérir pour vous mon général des armées, vous le connaissez, le chevalier Bayard. Et dès demain matin, Bayard montera sur le palais de l'Élysée pour destituer ce roi Macron, vous m'avez dit, et nous allons restituer la monarchie. Vous êtes d'accord? Oh, le chronophile me permettra d'aller chercher Bayard. En tout cas, bonnes gens, je vais quand même essayer de quérir pour vous un grand poète, Pierre de Ronsard. Je vais le faire venir à vous, et avec lui, vous allez pouvoir vous distraire, jouer avec Ronsard et rêver. Mais moi, je vous ramène dès demain le chevalier Bayard. Allez, je repars à la Renaissance, allons chercher Ronsard. Le prince des poètes et le poète des princes. Je suis le poète des princes, car j'ai servi 3 rois dans les cours royales. Et d'ailleurs, en quelle région sommes-nous de notre royaume ici? À Romorantin, dans le Loir-et-Cher en somme. Savez-vous, Jean de Romorantin, que moi, Pierre de Ronsard, je suis né au manoir de la Poissonnière à Couture-sur-Loire, non loin d'ici. Et alors que je n'avais que 20 ans, juste 20 ans, au château de Blois, en 1545, j'ai fait une rencontre incroyable. J'y ai rencontré une jeune fille, une beauté insoupçonnable, d'un charme inouï. J'ai rencontré, alors qu'elle n'avait que 13 ans et demi, la belle Cassandre Salviati. Et oui, 13 ans et demi, point de détournement de mineurs en ces temps anciens. Peut-être qu'aujourd'hui c'est différent pour vous. Alors la belle Cassandre, je n'ai bien sûr pu que composer un merveilleux poème qui, j'en suis convaincu, est venu jusqu'à vos oreilles. Est-ce qu'on en parle encore de Mignonne, allons voir si la rose? Oui, gentes dames, c'est ça. Eh bien pour vous, pour toutes ces belles femmes romorantinaises qui sont là ce soir, Pierre de Ronsard va vous déclamer Mignonne, allons voir si la rose. Mignonne, allons voir si la rose, qui ce matin avait éclose, sa robe pourpre soleil, n'a point perdu cette vesprée, les plis de sa robe pourprée, et son teint au vôtre pareil. Là, se voyez comme en peu d'espace, là-dessus la place, las, laissez ses beautés choir. Oh, vraiment, ma rastre nature, puisqu'une telle fleur ne dure que du matin jusqu'au soir. Donc, si vous me croyez mignonne, tandis que votre âge fleuronne en sa plus verte nouveauté, cueillez cette rose, car la vieillesse, comme cette fleur, fera ternir votre beauté. Hommage à Cassandre. Je n'ai qu'une rose, Ronsard n'a qu'une rose, il ne peut pas l'offrir à toutes ces belles jouvencelles et ces belles donzelles. Quel dommage, quel dommage. En tout cas, Pierre de Ronsard, je pense qu'on vous l'a dit aussi, je suis un défenseur de notre langue, le François. J'ai d'ailleurs, avec mon ami Joachim du Bellay et 5 autres poètes, créé le mouvement de la Pléiade, un nouveau mouvement poétique et littéraire qui a mis en place une nouvelle forme de poésie, le sonnet. 2 strophes de 4 vers, 2 strophes de 3 vers. Et alors, j'ai envie de jouer avec vous ce soir. Ronsard adore la rime, alors je vous propose un jeu interactif, nous allons rimer ensemble. Il y a des rimes riches, il y a des rimes pauvres, il y a des rimes suffisantes, mais les rimes sont toujours envoûtantes, ensorcelantes et déroutantes. Alors Ronsard vous donne un mot, et je compte sur vous, nous allons rimer ensemble. Je vais commencer par un mot fort simple, le mot histoire. Des rimes avec histoire. Terroir. Tiroir, bien sûr. Croire. Allez, bonnes gens, je vous ai dit que Ronsard voulait jouer avec vous. Devoir.
Savoir. Oui. J'espère qu'il va pas. Oui, manoir, comme à l'Élysée. Non, manoir, tu m'as dit que c'était un palais, me semble-t-il. Hein. Allez, il y a encore des rimes avec war. C'est facile la rime, voyez. Oui, le trottoir, je suis sur le trottoir. Avec un arrosoir. Un arrosoir, asseoir. Baignoire. Peignoir. Ah, il est beau ce jeune homme. Un jeune comédien, je vous le recommande, avec son camarade à côté, des comédiens de la troupe de l'atelier Colomb. On est copains avec Ronsard, n'est-ce pas? Allez, continuons encore. Avec War. Un animal par War. Oui, un Loir, le Loir-et-Cher. Ils sont extraordinaires à Romorantin. Vous pouvez vous mettre là, gentes dames, vous verrez mieux. Hein. Eh bien, nous allons continuer à rimer avec un autre mot de circonstance, d'ailleurs, le mot renaissance, avec sens. Ah, histoire géo, c'est pas une rime, ça. C'est un jeu de mots, mais... Connaissance, essence. Qu'est-ce que c'est qu'essence, dites-moi? C'est quoi le mot essence? Il y a plusieurs sens. Ah, voilà, l'essence, la nature de quelqu'un. Bravo, bravo. Oui. Encore des rimes. Suffisance. Puissant, la puissance du roi. La puissance du roi Macron, excusez-moi, de la monarchie. Ah oui, c'est incroyable, Romorantin, ce soir, vous êtes encore plus fort qu'hier. Hier, on a tenu une demi-heure avec des rimes. Ce soir, vous allez battre le record avec Ronsard, j'ai l'impression. Alors, un dernier mot. Licence. C'est fini, on ne joue plus. Ronsard est passé à un autre mot. Alors, Ronsard adore un mot, tout comme vous. Le plus beau mot de notre langue française. Vous savez lequel est-ce? Un mot qui évoque des choses tellement agréables. Et bien sûr, le mot amour. Eh bien, figurez-vous, moi qui suis un amoureux, Pierre Ronsard, des lettres et du François, eh bien, le mot amour est le seul mot de la langue française qui, au singulier et masculin, on dit un amour. Et figurez-vous qu'au pluriel, on dit mes premières amours. Il devient féminin. Vous voyez bien qu'il est incroyable le mot amour. Il change de genre entre le singulier et le pluriel. Moi j'en suis resté quoi devant le mot amour? Je suis sûr que c'est pareil pour vous. Et il n'y a point d'âge pour l'amour, n'est-ce pas? Ah, que Ronsard prend du plaisir à rimer avec vous ce soir. Alors mon ami Pascal, la plume de Blois, m'a dit que dans vos temps modernes, vous dansiez des danses que je ne connais point à la Renaissance. À la Renaissance, nous dansons des gaillardes, des pavanes, des voltes ou des branles. Oui, des branles, c'est une danse de la Renaissance, ne riez pas. Mais alors nous dansons avec des cavalières de façon fort respectueuse, en respectant les distances, vous comprenez. Mais alors Pascal m'a dit qu'il y avait une danse un peu amoureuse, où on se rapprochait l'un de l'autre, pour se compter fleurette en somme. Comment appelle-t-on cette danse? Non, il ne m'a pas parlé de ce nom-là. Le slove, paraît-il que c'est un slove. Alors Ronsard aimerait qu'une jeune femme ce soir m'initie à danser le slove. Je vois une gentille. Oh, n'ayez point de timidité, madame. Ronsard ne sait pas danser le slove. Allez, gentes dames, venez avec moi. Venez danser le slove. Oh là 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 là. Allez, venez, gentes dames. Je ne peux pas danser avec toi. Si je danse avec toi, on pourrait me traiter de mignon après. Je ne suis point un mignon. Allez, Dame Angélique. Dame Angélique, elle va venir. Elle est obligée de venir. Allez, Dame Angélique. Nous nous sommes rencontrés dans une... Allez. Nous sommes rencontrés dans une autre vie avec Dame Angélique, j'en suis sûr. Je sens un feeling extraordinaire. Alors, dites-moi, les mains de Ronsard avec le slove. Comment fait-on pour placer ses mains devant un corps aussi raffiné et exquis? Où met-on ses mains? Il y a peut-être plusieurs façons de lancer le slove. Alors comment fait-on? Il y a une façon courtoise. Oui, mais on m'a dit, hier, j'étais projeté à Romorantin, on m'a dit qu'on pouvait danser le slove aussi, de façon un peu plus langoureuse. C'est ça, non? Alors, dites-moi, en toute gentillesse, Ronsard voudrait être initié. Allons-y. La main, peut-être? Oh, quelle timidité. Alors, vous savez que pour compter fleurette à une jeune fille, d'ailleurs, compter fleurette, c'est un mot français, une expression française, tu le sais. Et alors les Anglais, les Anglois nous ont piqué notre mot, et vous savez qu'ils l'ont transformé en quel mot?
Un flirt, mais tu vois, Dame Angélique, tu sais ce que c'est que flirter alors? Elle fait la timide. Eh bien, je ne vais point compter fleurette, je vais juste te dire quelques douceurs poétiques. Quand je te vois, Angélique, ta beauté m'ensorcelle. Tu es une merveille. Quel est ce parfum qui m'enivre? Elle est timide, Angélique. Et pourtant, je l'ai rencontrée dans une autre vie. C'est pas simple d'être ici, je vous assure. Toi, tu viens très bien. Je ne peux point danser avec toi. Alors, a cappella, sans musique, Ronsard va s'initier au slow. Ah, quel plaisir. Dis-moi, as-tu un galant? Tu as un galant? Il est là ce soir? Du tout. Alors ce soir, nous pourrions ensemble avoir un rendez-vous galant pour passer ensemble un moment fort, charmant, le roi de la rime. Merci à toi, Dame Angélique. Il faut l'applaudir, hein, car ce n'est pas simple de venir danser avec Ronsard. Ah, exceptionnel, exceptionnel.